Date un Doc, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la médecine. Je suis le docteur Océane Sultan et ensemble nous allons explorer l'histoire derrière vos médecins et les secrets de la santé. Aujourd'hui, je reçois le docteur Emin Saïs, médecin spécialiste de la reproduction. Ça va ? Tout va bien. Tu travailles à l'hôpital Antoine Béclair, c'est ça ? Donc l'hôpital Antoine Béclair, c'est à la pointe dans ce domaine, puisqu'il y a 48 ans, si je ne me trompe pas, il y a Amandine, le premier bébé, né par FIV, qui naissait dans cet hôpital, c'est ça ? Tout à fait. Exactement. Mais aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur non seulement la reproduction, parce que c'est ton domaine de spécialité, et on va aller un petit peu plus profond dans la reproduction spécialisée dans tout ce qui est homme, donc fertilité de l'homme. Avant de rentrer dans ce sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment tu as réussi à toi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, si je ne dis pas de bêtises, à te spécialiser dans la reproduction, qui est aussi bien la reproduction du couple, mais la reproduction masculine et la reproduction féminine. Alors j'ai déjà un parcours qui est très atypique. Ouais, je sais, Ça va être c'est très pour ça qu'il est cool. Moi je suis arrivé en médecine par la voie de l'école d'ingénieur. Ouais. Donc j'ai fait une école d'ingénieur. À la fin de cette école d'ingénieur, j'ai fait un master de recherche en ingénierie biomédicale et après j'ai atterri en 3e année de médecine. Ok. Et donc j'ai fait un internat de biologie de la reproduction. Et après mon internat de biologie de la reproduction, donc peut-être pour les auditeurs, la biologie de la reproduction, c'est tout ce qui se passe au laboratoire de PMA. Donc le laboratoire de PMA, c'est là où il y a les gamètes et les embryons. Ok. Tout ce qui se passe avant et après, ça se passe dans le service de médecine de la reproduction. Et c'est là où il y a des gynécologues médicaux, gynécologues obstétriciens, des endocrinologues. Et donc moi, après mon internat de biologie de la reproduction, j'ai fait une double chefferie. Donc j'ai fait une chefferie toujours de biologie de la reproduction et de médecine de la reproduction en gynécologie médicale. Et donc pendant mon internat et pendant mon post-internat, je me suis formé notamment dans les CHU et les CH où je suis passé en andrologie. Okay. Donc l'andrologie, c'est l'étude de la fertilité masculine. Okay. Et au cours de mon internat et de ma post-chefferie aussi, j'ai fait tout ce qui est fertilité féminine. Donc en fait, c'est 2 pièces du puzzle. Et du coup, j'avais toujours l'impression qu'il me manquait une partie dans mon parcours, que ce soit en biologie, je me disais, il me manque la gynéco. Et quand on est toujours autour du couple, on est centré sur la femme et parfois on oublie un peu l'homme. Et c'est pour ça qu'on fait aussi de l'andrologie. Si je me souviens bien, dans mes études de médecine, on parlait de fertilité du couple. C'est toujours le cas ou pas ? Je sais pas, j'avais l'impression que c'était, tu vois, t'avais un couple qui venait en consultation et c'était vraiment genre fertilité du couple, peut-être aussi pour éviter de stigmatiser l'un et l'autre quand tu sais pas trop. Est-ce que c'est toujours le cas ? On parle toujours de ça ou pas ? Alors on parle toujours de ça, mais c'est très dur de pas stigmatiser. Bah ouais, je suis d'accord. Je pense que les couples arrivent en consultation déjà stigmatisés. Okay. C'est-à-dire que, en général, c'est un peu bizarre à dire, mais je pense que c'est un peu la réalité. C'est plutôt la femme qui va se préoccuper de sa fertilité. Complètement, bien sûr. Et en fait, c'est elle qui prend en charge un peu tout cet aspect dans le couple. Et c'est elle qui va voir son gynécologue. Et le gynécologue, à un moment, il va prescrire un spermogramme. Donc, okay. C'est justement juste pour faire l'étude de la fertilité du couple. Mais la patiente, elle va avoir une batterie d'examens qui n'a rien à voir avec un simple spermogramme. Et donc, en arrivant aux consultes, la femme est un peu déjà préparée à passer une batterie d'examens, et l'homme est souvent peu préparé à ce qu'on lui explique son spermogramme, de lui dire qu'il y a des problèmes au niveau de ses spermatozoïdes, et du coup, l'ambiance de la consultation, elle change un peu. Ok, comment ça se passe du coup, une consultation avec toi ? Alors une consultation avec moi, alors la PMA c'est très particulier parce que c'est une spécialité où il y a, non, ça c'est de l'autodérision, il y a un seul motif de consultation. On n'a pas trop besoin de demander pourquoi est-ce que vous êtes là. Pourquoi vous êtes là Donc ouais, en général on le sait. En général ça se passe un peu en 2 temps. Okay. On a un premier temps où on apprend un peu à connaître les patients qui sont devant nous. Soit ils arrivent avec plein d'examens qu'ils ont réalisés en ville par leur gynécologue de ville, soit ils arrivent avec que des questions et une détresse, c'est-à-dire ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on essaie d'avoir un enfant, on n'y arrive pas, qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce qui cloche ? Et du coup, là où ça devient stigmatisant, c'est si on dit c'est vous qui cloche, ça cloche chez vous, ça cloche chez monsieur. Ouais. Mais ça se fait pas comme ça. Ça veut dire qu'on leur explique un peu le b.a.-ba de la fertilité. On leur prescrit beaucoup d'examens.
sauf pour l'homme, oui, ça commence juste par un spermogramme. C'est injuste quand même la vie. Hein. C'est un peu injuste, peut-être que ça va changer. Je pense que ça va de plus en plus changer, notamment chez les hommes. On commence de plus en plus à s'intéresser aux hommes. Mais là, voilà, la première consultation, c'est vraiment un interrogatoire assez classique, chercher des facteurs de risque d'infertilité, voir ce qu'on peut changer sur le mode de vie, et voir s'il y a un souci au niveau des ovaires, des trompes, de l'utérus, de l'endomètre, et au niveau des testicules. Il y a plus de différentes causes chez les femmes que chez les hommes, ou finalement... Il y a non, c'est un peu on va dire qu'il y a il y a un peu plus de causes qu'on a identifiées chez les femmes. Ouais. Donc c'est un peu un biais vu qu'on a plus étudié la femme, mais l'homme a un avantage entre guillemets de quantité de gamètes qui fait que même si l'homme a un peu des soucis, parfois c'est pallié par le nombre de spermatozoïdes. Ouais, c'est ça. En fait. Alors que la femme a son stock d'ovules depuis bien avant la naissance, depuis que c'est un fœtus. Donc il y a un déséquilibre qui fait que parfois, même si l'homme a un peu des problèmes, c'est un peu compensé par le nombre. Ok. Et du coup, quand donc ils viennent te voir en consultation, ils vont faire cette batterie d'examens. J'imagine qu'une fois que les examens sont faits, tu vas les revoir, plus ou moins annoncer une nouvelle qui peut être plus ou moins bonne, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent se résoudre par des moyens médicaux. Comment les gens réagissent ? Est-ce que les réactions sont différentes entre les hommes et les femmes ? Alors les réactions sont différentes entre les hommes et les femmes. Ouais. Clairement, les hommes, si on annonce à un homme qu'il n'a pas de spermatozoïdes, Ouais. ça va, mais je pense un peu comme une femme, hein, ça va, il va sentir affecté dans je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais dans sa virilité, dans sa masculinité, dans son état d'homme entre guillemets, et ils peuvent s'effondrer. Et parfois, donc du coup, pour le coup, si on voit qu'il y a très peu de spermatozoïdes, on va chercher des causes un peu évidentes, par exemple un homme qui fume comme un pompier, qui prend beaucoup de cannabis, qui a un mode de vie qui je sais pas moi, il boit 5 litres de bière par jour, qui fait pas de sport, qui mange mal, des facteurs de risque qui sont facilement identifiables. On va pouvoir un peu lui dire c'est la conséquence, c'est la conséquence de votre mode de vie, il faut changer tout ça. Et si c'est pas le cas, on va explorer. Donc ça passe par et là les examens ressemblent plus à ceux qu'on prescrit pour une femme. Donc il y aura des échographies, il y aura un bilan hormonal, donc des prises de sang, et on peut trouver certains facteurs qui expliquent une infertilité chez un homme. D'accord. Sauf s'il n'y a pas de spermatozoïdes. Là c'est autre chose. S'il y en a 0, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, s'il y en a 0 ou s'il y en a 10. Ouais, ok. D'accord, s'il y en a 0 ou s'il y en a 10, là, il faut passer à l'étape ultime qui est le prélèvement chirurgical testiculaire. D'accord. Ok, on reviendra après aux différents traitements ou possibilités de choses qu'on peut proposer au couple. Ensuite, t'as une idée de combien de couples rencontrent des problèmes pour avoir des enfants ? Alors, je pense qu'il y a 3% des naissances en France qui sont issues de PMA. Okay. Et d'après l'agence de biomédecine qui fait un rapport tous les ans, on a les chiffres de 2022 maintenant, je pense que c'est un enfant sur 27. Ok. On a l'impression que c'est en augmentation ou pas, ces problèmes de fertilité ? C'est un peu en augmentation. Okay. C'est un peu en augmentation. Et pour revenir au sujet des hommes, on a remarqué que la concentration des spermatozoïdes sur toute la planète ne fait que diminuer. Ouais, ça diminue. Ouais. En 50 ans, on a perdu la moitié de la concentration des spermatozoïdes chez les hommes. C'est dingue. C'est dingue. Et c'est pas encore... ça nous alerte parce que c'est mondial. C'est-à-dire que c'est partout. Ouais. On pourrait se dire, est-ce que c'est le mode de vie occidental ? Mais en fait, non, c'est sur toute la planète. Okay. Donc, il y a des choses... T'as testé les tribus au fin fond. Ils ont testé, je pense qu'ils ont testé. Parce que c'est ça en fait qui est intéressant. Ils ont testé les tribus au fin fond et du coup la question qu'on se pose c'est il y a quelque chose sur la planète causé par l'homme qui fait que on affecte la fertilité de tout le monde. Et donc qu'est-ce que tous les êtres humains de la planète ont en commun ? Et ça peut être l'eau, ça peut être l'atmosphère, l'air qu'on respire. Et si on a altéré ces éléments, en fait, c'est possible. Ça va partir dans un débat environnement, tout ça. C'est possible, on va y arriver. Hein. Bah ouais, non, mais c'est sûr. Et finalement, donc sur le nombre de personnes que tu rencontres, combien, globalement, en pourcentage, finissent par réussir à avoir un enfant et combien
eh ben, il reste... C'est une très bonne question et c'est un peu une réponse qu'on doit donner tout de suite aux patients qui viennent nous voir. Je pense que la majorité des patients qui viennent se disent l'assistance médicale à la procréation, c'est je vais avoir un bébé dans 100% des cas. Ouais. En fait, pas du tout. Il faut se dire que vraiment, grosso modo, 50% des couples qu'on va voir vont sortir du procédé en ayant un enfant. Et il y a 50% qui réussissent jamais à avoir d'enfants ? Qui réussiront pas forcément à avoir des enfants. En tout cas, il faudra passer peut-être par d'autres approches, type le don de gamètes par exemple. Ok, donc le don de gamètes, c'est une sorte de... Enfin, on va prendre un ovocyte ou des spermatozoïdes de quelqu'un d'autre. Exactement. En gros, c'est ça. Ce qui est autorisé en France, il y a souvent on confond un petit peu les dons de gamètes, les mères porteuses, les trucs comme ça, je sais en France. On pourra faire un petit point à la fin pour expliquer la différence, mais en effet, c'est pas du tout pareil. Pourquoi tu penses qu'on parle plus de troubles de la reproduction chez les femmes que chez les hommes ? Très très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense... C'est peut-être aussi un biais. On nous a menti toute notre vie. On nous a dit qu'il faut... c'est 50-50 la reproduction. Il faut 50% l'homme, 50% la femme. Mais c'est pas forcément vrai. Il faut 2/3 de femmes et 1/3 d'hommes. Donc si tu mets des spermatozoïdes autour d'un ovocyte, chacun a rapporté sa contribution, mais tu vas pas aller très loin. Il te manque un endomètre, il te manque un utérus. Donc moi je dis il faut 2 femmes et un homme pour faire un enfant. Et en général, on trouve tout chez la même femme. Ça veut dire que le poids de la femme est très important et on a un peu oublié l'homme, et je pense aussi que ça arrange les hommes qu'on les oublie parfois, parce que faire un spermogramme, ça nécessite de se masturber dans un box, voilà, des bons journaux, des bonnes vidéos, des bonnes vidéos. Exactement. J'espère qu'on ne sera pas censuré, on va être censuré sur YouTube pour ça. Et si c'était le cas pour les femmes, la PMA, l'AMB, ce serait beaucoup plus simple. Bien sûr. S'il fallait des bons journaux pour qu'on puisse récupérer des ovocytes, ce serait pas du tout la même spécialité. Donc, et bien sûr. Et puis il y a un peu un truc qui nous rappelle tous les mois que en fait on s'en sait rien, le fait d'avoir ses règles tous les mois, on ne sait pas si on est fertile ou pas, mais il y a un peu cette idée là, à partir du moment où une fille a ses règles, a priori elle pourrait avoir des enfants. Il y a un peu cet esprit là. C'est pas forcément lié d'ailleurs au fait qu'on arrive à avoir des enfants, mais théoriquement c'est le début de l'âge adulte chez nous les femmes. Donc le fait qu'on se rappelle tous les mois qu'il se passe un truc, ça devient peut-être, et pas chez tout le monde, un peu obsessionnel. Je sais que maintenant il y a plein de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, et c'est très bien, il n'y a pas de choses à se poser de ce côté-là, mais il y a un peu ça depuis le départ, depuis 11 ans, 12 ans, 13 ans, voire même avant, on a un peu ce biais-là probablement. Vous, je ne suis pas sûre que dès l'âge où vous vous masturbez, vous dites « Oh, tiens, je vais réussir à avoir des enfants !» Non, je pense pas. Non, c'est pas trop le délire. Ça marche pas comme ça. La censure arrive, c'est là, on arrive très 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 proche de quelque chose. Voilà, on savait qu'on allait être limite dans ce sujet-là, mais c'est pas grave. Tu rigoles, mais parfois ça pose problème. Donc il y a certains hommes qui ne sont pas habitués, et en fait ça les bloque. Donc quand on a besoin de faire un spermogramme ou quand on a besoin de faire un recueil le jour de la ponction d'ovocytes, c'est très compliqué. Et donc ça fait des allers-retours à l'hôpital, ça demande une autre organisation, mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc c'est pas si simple non, mais ça. J'imagine bien. Et après, tu sais, t'as le mec qui sort, tu dois avoir tous les mecs qui sortent plus ou moins, genre, un peu fiers d'avoir fait leur truc. Ouais, j'en ai pas vu tant que ça. En général, dans les salles d'attente, ça se regarde pas, ça baisse la tête, ça avance. Plutôt honteux en disant, bon, ok. Voilà. Tout le monde sait pourquoi. T'as pris quel journal? Ok, je vois un peu le délire. Non, mais c'est un vrai truc. En vrai, j'entends. Hein. C'est pas la partie la plus sympa. Je pense que toutes les femmes qui ont fait une AMP, qui entendent ce qu'on vient de dire, elles doivent se dire, mais nous, on a souffert pendant un mois. Et en plus, j'en connais. Les hommes, si vous pouviez. De femmes proches. Heureusement qu'on en rit un peu, parce que sinon, on sait à quel point ça peut être difficile, tout ça. Donc, on a parlé un peu de comment se passe le fait de faire un spermogramme, puisque c'est le premier examen qu'on va prescrire chez un homme. Qu'est-ce qu'on va voir sur le spermogramme ? Alors, le spermogramme, donc, comme tu l'as dit, c'est vraiment le premier examen qu'on fait. On va regarder plusieurs paramètres. Okay. On va regarder déjà, est-ce qu'il y a des spermatozoïdes ? Combien il y en a ?
Donc on a la notion d'un volume et on a la notion d'un nombre de spermatozoïdes, et donc on a une concentration. D'accord ? Donc ça, c'est assez important. Et ensuite, quand on regarde les spermatozoïdes au microscope, donc on a un champ, donc c'est assez particulier, parce que quand on regarde sur une prise de sang, quand on fait un frottis sanguin, tout est statique. Là, les spermatozoïdes, ça bouge dans tous les sens. Okay. Et donc, on a identifié 4 types de mouvements, donc ce qu'on appelle les mobiles progressifs, donc les fléchants, donc c'est les spermatozoïdes qui avancent en ligne droite et qui vont traverser le champ du microscope. Ok, donc ça c'est les bons. Voilà, c'est les très bons. C'est les fusées, c'est les fusées. Et ensuite vous en avez d'autres qui vont traverser le champ du microscope en zigzagant, avec un mouvement un peu plus courbe. Donc ça c'est ce qu'on appelle toujours les mobiles progressifs, on va leur donner l'appellation B, donc les fusées c'était A. Et ensuite donc du coup on va calculer le pourcentage de spermatozoïdes A plus B, et donc ça on va considérer que c'est nos fécondants. C'est les meilleurs spermatozoïdes. Ok, A et B, c'est bon. Exactement. Et ensuite, il reste les derniers de la classe, donc les C, c'est ceux qui font du surplace. Ils bougent, ils sont mobiles, ils font du surplace. Et les D, ils ne bougent pas. D'accord. Et donc, ceux-là, effectivement, ces spermatozoïdes-là, C et D, on ne s'attend pas à ce qu'ils fécondent un ovocyte en fertilité naturelle. Tout seul, ouais. Exactement. Et ensuite, on va faire un test de vitalité. Par exemple, un spermatozoïde qui ne bouge pas, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Donc, il y a un autre test, qui est un test de vitalité. Donc, on compte le pourcentage de spermatozoïdes qui sont vivants. Donc il y a d'autres tests, on regarde est-ce qu'il y a une inflammation, on va mesurer d'autres choses, le pH, etc. Mais les paramètres qui sont le plus importants, c'est ceux-là. Ensuite, on va regarder la forme de ces spermatozoïdes. Est-ce qu'ils sont déformés ? D'accord ? Les spermatozoïdes sont collés entre eux dans les testicules, et en fait ils se déforment. Et en fait, on regarde leur déformation. Est-ce que c'est au niveau de la tête ? Est-ce que c'est au niveau de la partie intermédiaire, du flagelle ? Parce que du coup, si tu représentes un spermatozoïde, t'as une tête, une petite queue. En gros, c'est ça. Ouais, et t'as entre la tête et la queue, comme un genre de cou, comme une pièce intermédiaire. Ok, voilà. Tête, cou, queue. Voilà. Et on va en gros mesurer les déformations un peu partout. Si ta déformation, elle est ce qu'on appelle polymorphe, elle est un peu partout sur le spermatozoïde, sur plein de spermatozoïdes. Ils sont déformés à plein d'endroits différents, c'est rassurant. Ok, pourquoi c'est rassurant ? Parce qu'on se dit que c'est de la déformation naturelle dans le testicule. Okay. Par contre, si tous tes spermatozoïdes sont déformés de la même manière, là on commence un peu à se poser des questions, on se dit peut-être qu'il y a un paramètre génétique qui fait que les spermatozoïdes sont déformés, tous de la même manière, et ils perdent leur capacité de fécondation. Donc là, ça ajoute une batterie d'examens. Donc la majorité des hommes, quand ils voient leur spermogramme, toutes les premières parties, la mobilité, la concentration, tout va bien, la vitalité, tout va bien, et ils voient leur forme typique, on appelle ça les formes typiques, le spermocytogramme, ils voient qu'il y a de la déformation, et ils paniquent parce que les normes sont très basses. Ça veut dire qu'un homme qui a 30% de forme typique, c'est très bon, c'est très bien. D'accord. On ne voit pas de 90% de forme typique, de 100%, de 80%. Ouais, donc sur le nombre de spermatozoïdes qu'on a, il y en a quand même un certain nombre qui peuvent déconner. Exactement. Ça peut quand même marcher. Bien sûr. Okay. En fait, c'est là où on est sur des échelles logarithmiques par rapport aux femmes. Ça veut dire que vous avez un homme... Combien il y a de spermatozoïdes à chaque... Ça dépend des hommes, mais ça peut être 50 millions, ça peut être 100 millions. J'ai déjà vu des éjaculats à 1 milliard de spermatozoïdes. Donc vous faites 10% de 25% de mobiles, 10% de forme typique, ça reste encore des quantités astronomiques de gamètes qui sont de bonne qualité. Et donc on passe pas mal de temps parfois à rassurer les hommes en consultation, qui se disent mon spermogramme est horrible, je comprends pourquoi j'ai pas d'enfant, regardez, et on leur explique que tout est normal et que même le fait qu'ils aient 10% de forme typique, ça reste très rassurant et ça reste au-dessus de la norme. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut expliquer aux hommes avec leur spermogramme. J'avais vu la meilleure pub de l'euro-million en disant qu'on était tous des gagnants parce que finalement c'était plus facile de gagner à l'euro-million que de naître. Alors, du coup j'ai joué. J'ai pas gagné. Tu rigoles, mais c'est très vrai. C'est très vrai. Si tu réfléchis à ta probabilité d'exister, la tienne comme la mienne ou n'importe qui, en termes de rencontre des gamètes, c'est improbable. Ah mais non, mais c'est infinitésimal. Donc on a plus de chances de gagner au loto. Et donc t'as raison, je pense que je vais aller jouer au loto. Mais parce que avec des amis, on a un petit trip où à chaque fois quand ça dépasse une somme astronomique d'euros-millions, on finit par jouer, tu vois. T'avais le jackpot, je crois, à 247 millions, on a joué. Bon. Mais c'est un Autrichien qui a gagné, je pense. Ouais, spoiler alert, on n'a pas gagné. Mais bon, c'est pas grave. Mais nous sommes nés, c'est nettement mieux, bien entendu. Voilà, donc... T'es en train de penser à ton euro-million perdu. Ouais, qu'est-ce que j'aurais fait avec mes 247 millions?
Peut-être, non, je sais pas. Quelles sont les causes les plus fréquentes que tu rencontres chez les hommes de troubles de la fertilité? Alors, faut savoir que les troubles, ils sont répartis, c'est 50-50 un peu. Dans 50% des cas, tu as l'homme qui est responsable, entre guillemets. Si je Ouais, dois donc c'est estimer, quand même c'est beaucoup, beaucoup, et 50% ce sera la femme. Ok. Ouais. Mais si on rentre un peu plus dans ces chiffres, on dit 30% la femme, 30% l'homme, 30% les deux. Une Et c'est quoi les combinaison des deux? C'est genre incompatibilité? Non. Genre il y a pas- des gens incompatibilité du couple, c'est horrible. Ça, j'y crois pas trop, là, cette Ok. histoire d'incompatibilité. C'est juste que la femme a une cause d'infertilité et l'homme aussi. Donc Ah, ça ok. fait une double cause. Ok, Et un peu. dans 10% des cas, ce qu'on appelle idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. D'accord. Ouais, il y a quand même 10%, tu sais pas ce qui se passe. Ouais, on sait pas trop ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui sont fumeurs Ok. ou qui ont consommé beaucoup de cannabis, qui ont des paramètres dégradés. C'est très compliqué de les faire arrêter, de leur faire changer leur mode de vie. Il y a d'autres causes, il y a des causes un peu invisibles qu'on voit pas trop, qui sont la fragmentation de l'ADN. Donc dans le spermatozoïde, il y a de l'ADN, Mhm. il y a des gènes, et parfois ces gènes sont un peu dégradés. Et ça peut être dû à, par exemple, une augmentation de la chaleur au niveau du testicule. Donc ça peut être dû à des varices au niveau du testicule qu'on appelle une varicocèle. D'accord. D'accord. Donc il y a une stase veineuse qui fait que ça va, entre guillemets, augmenter la C'est chaleur. genre des grosses veines, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, ça reste controversé. Il y a un traitement, il y a une ligature ou embolisation. Donc Donc tu peux en gros boucher les veines, voilà. pour faire simple. Comme ça, il n'y a plus de grosses veines. Et comme ça, il n'y a plus cette chaleur-là qui entoure les Exact, qui testicules. viennent agresser le testicule. Ouais. Et après, il y a pas ça marche pas dans 100% des cas. D'accord. Mais l'ADN du spermatozoïde est assez sensible. Donc tout ce qui va venir, entre guillemets, l'agresser, que ce soit de la chaleur, des radiations, mais là, la majorité de nos patients sont pas des astronautes, par exemple. Mm. Donc on va pas parler de radioactivité. Hein. Mais tout ça, ça peut jouer. Il y a ce qu'on appelle la cryptorchidie, donc des testicules qui sont pas descendus dans Ah ouais, l'enfance. ouais, ouais. Et donc ça joue énormément. Vous avez des... Mais ça, tu t'en rends compte, non? Ça, Ouais. en général, ils sont au courant qu'ils se sont fait opérer dans l'enfance. Ouais. Et le jour où ils sont en couple, et bien, ils comprennent qu'il y a une galère. Ils comprennent qu'en fait, c'est peut-être ça la cause. On les avait probablement prévenus, ou leurs parents les avaient prévenus. Et oui, en général, ça peut souvent finir en prélèvement chirurgical. Mais parce que mais s'il a été opéré et que le testicule, on descend, parce que moi je me souviens, et t'as les espèces de testicules ascenseurs, ou Ouais, ça, les trucs exactement. comme ça, que tu Exactement. recouds pile poil dans la bourse. Une fois qu'ils sont descendus, non, il y a toujours un truc? Il y a toujours un truc. Ah ouais, Ça ok. peut fonctionner. Hein. Tu Mais penses que c'est parce que c'était dans la chaleur du ventre pendant un moment et que... tout à fait. Le c'est peut-être testicule, ça il est censé être à l'extérieur. Ouais, Donc, c'est ça. Après, on en a deux, des testicules, comme les femmes ont deux ovaires. Ouais, souvent c'est un. Donc, ouais. Parfois, Voilà. pas tout le temps, mais... Et en général, il y en a un qui peut compenser. Ok. D'accord. Mais oui, il y a ce genre de choses. Il y a des traitements qu'on peut Ok. prendre. Donc, des patients qui ont eu des leucémies ou des cancers, qui vont être exposés à des chimiothérapies qui sont toxiques pour les gonades. Souvent on leur prélève quand même Maintenant, Ouais, maintenant c'est automatique. Maintenant, c'est automatique. Ouais. Mais moi, j'en ai vu certains qui n'ont pas été prélevés. C'est vrai. Et du coup, c'est très compliqué de leur faire une préservation après, vu quand Bah quand ouais. ça a déjà été affecté. Tout ce qui est des gros traumatismes testiculaires, des personnes qui se prennent des traitements hormonaux qui dérèglent complètement leur système hormonal. Par exemple, ceux qui soulèvent de la fonte, comme on Ouais, dit. c'est ce que j'allais dire. Les énormes bodybuilders qui se Exact. prennent des trucs et tout ça, ils sont Ouais. affectés. Ils sont affectés et voilà. En général, c'est ça. Parce que quand tu prends, si on rentre un peu dans le truc, si tu prends de la testostérone, parce que c'est ça en fait. Je suis pas très Exo. forte, mais en gros, ils vont prendre de la testostérone exogène, c'est-à-dire non produit par son propre corps, Exactement. mais par injection, souvent c'est des injections. Ils vont dérégler tout leur système hormonal. Exact. Pour faire petit rappel, en gros, il y a un truc dans le cerveau qui s'appelle l'hypophyse, qui va... Tu me dis, tu m'arrêtes, hein, attention si je c'est dis ça. des conneries, qui va stimuler les testicules pour produire de la testostérone. Mais si on apporte de la testostérone de façon exogène, donc à l'extérieur, et ben automatiquement, le centre du cerveau, il a plus besoin de stimuler, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Wouh, je me souviens de mes cours de biologie. Mamma mia. Bien joué. Bien joué. C'est ça. Et donc, du coup, ça stimule plus. Et Tu bah, produis- il se passe plus rien. Tu produis plus, il se passe plus rien. Exactement. Ok. Exactement. Donc, tu as des patients qui arrivent ultra bodybuildés, les mecs hyper stock, Ouais.
mais ils ont plus de Tu spermatozoïdes. les vois, ouais, Ouais. tu les vois, ils sont... Ouais. Mais ils arrêteront pas la muscu. Hein. Ah non, mais, jamais, ouais. bah non, ouais. Moi, j'avais un patient qui m'avait dit je préfère ne pas avoir de spermato et pas avoir d'enfant que d'arrêter la muscu. Donc, Ah ouais, bah ouais, c'est fou, hein. Bon, c'est les cas extrêmes. Hein. Non, non, bien sûr, c'est des cas extrêmes, mais c'est comme quoi chacun voit sa masculinité Ouais. comme il... Non, mais c'est vrai, Non, mais c'est vrai, hein, ça. sans critique ou quoi que ce soit, hein, mais chacun voit ce qu'il veut voir. Est-ce que ça t'arrive de découvrir des maladies ou des syndromes suite à ta consultation? Alors, ça peut arriver chez les femmes. On peut donner, je sais pas, un exemple de quelqu'un qui a un trouble de fertilité et finalement tu découvres, je sais pas, un trouble génétique ou de l'endométriose, ouais. Exactement. Ça explique, on en parle de plus en plus, ça explique des douleurs, des trucs comme ça, tout ça. Est-ce que chez les hommes, ça existe ou pas, ce genre de choses? De Oui. se dire, ah, tiens, t'as un problème. Il peut y avoir des syndromes un peu génétiques. Donc, Ouais. en général, sans le généticien, on a des faisceaux d'arguments pour aller faire un examen génétique. Ok. D'accord ? Et c'est le généticien qui va nous apporter le diagnostic. En général, on a un peu une batterie de gènes qu'on va rechercher. Est-ce que finalement la cause... Alors attention, c'est peut-être un peu idiot ma question. Est-ce que finalement la cause chez l'homme c'est important puisque en dehors de l'environnement, tu peux pas faire grand-chose? Non, alors c'est important. En fait, une cause est toujours importante quand on peut la traiter, Ouais, mais elle est aussi importante pour aussi pouvoir donner une réponse à Ouais. un patient. ok. Donc parfois on peut pas faire grand chose, on peut dire ok vous avez tel problème, mais du coup la science et la recherche ne sont pas assez avancées pour pouvoir vous traiter. Ouais. Donc ça arrive souvent, parce que l'assistance médicale à la procréation c'est plus de questions que de réponses Ouais. pour le moment. Mais pour en revenir à la fertilité masculine, le mode de vie il est hyper sous-estimé. En fait, l'impact du mode de vie peut vraiment changer la qualité des spermatozoïdes. Tu penses que c'est... T'as un chiffre en tête sur tous tes patients qui ont un trouble de la fertilité hommes? Alors, j'ai pas de chiffres comme ça en tête. Sur les gens que tu vois, toi, sur- globalement, t'as l'impression... En effet, hein, ça se trouve, ça sera pas la même chose qu'on retrouve, hein, mais toi, dans ta pratique... Dans ma pratique, donc, un homme qui vient, je te donne un exemple de la cigarette, Ouais. c'est vraiment le mal absolu en médecine, Ouais. la cigarette, dès la première. D'accord ? L'effet, il est néfaste dès la première. Moi, je dis aux hommes que je vois, là, votre femme, elle va subir une batterie d'examens, elle va passer au bloc pour qu'on lui aspire les Ouais. follicules. Vous êtes en train de fumer, on va pas gaspiller le temps de votre temps de couple, entre guillemets, toute la résilience de votre femme, le laboratoire, l'équipe médicale, pour avoir des spermatozoïdes, entre guillemets, de mauvaise qualité, alors qu'il vous suffirait, peut-être avec un accompagnement avec un addictologue, d'arrêter de fumer, Ouais. pour augmenter la qualité de vos spermatozoïdes à 100%, d'accord ? Et d'augmenter vos chances, Et sans là, que vous ayez tu un regret. crées le couple horrible. Le mec qui a arrêté de fumer, la femme sous-dormie. Et là, tu te dis que le soir, il passe des bonnes soirées. Après, ils reviennent plus me voir. Non, mais t'as raison. c'est très dur. C'est très, Non, très dur. Mais je peux vous dire que à chaque fois que je dis ça, j'ai la conjointe qui me regarde et qui me dit Merci. Elle me dit Mais c'est merci, sûr. je Non, lui mais- dis tous les jours. Mais bien sûr. Sauf que quand vous Bien avez sûr. le médecin qui vous dit Bah oui, vous allez non. gaspiller votre tentative parce que vous allez regretter si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, ok, vous pouvez fumer toutes les clopes que vous voulez, vous allez vous dire le médecin c'est un charlatan, il m'a dit d'arrêter de fumer alors que j'ai eu un enfant. Ouais. Mais si ça fonctionne pas, alors que T'auras toujours le doute. tu auras toujours le doute et Bien scientifiquement c'est prouvé. Mais bien sûr. Donc voilà, même chose pour le cannabis, même chose pour l'alcool, etc. Non, mais bien sûr. Et puis, comme la femme endure beaucoup dans ce genre de truc, parce que quand même quand c'est un problème d'homme, finalement, pour essayer d'avoir un bébé, c'est quand même la femme qui va un petit peu... Exactement. Ça Ouais. c'est hyper important, c'est-à-dire que dans tous les cas, Ouais. si que ce soit la femme ou l'homme exclusivement qui a le problème de fertilité, la femme ne va pas échapper à la batterie d'examen, au passage c'est au ça bloc, ce qui est cruel. Il y a un déséquilibre, mais auquel on ne peut pas encore Ah échapper. oui, non, tu peux rien faire. Donc- Ouais. Donc, bien sûr, j'imagine la femme, je pense que dans la situation, j'aurais été bien contente d'avoir le petit pic du médecin en mode « Et vous, messieurs, arrêtez de fumer ». Et là, t'es genre « Ouais, je suis pas toute seule ». Après, c'est très dur d'avoir une preuve qu'ils arrêtaient.
Mais, non, mais bien quand sûr. ils l'ont compris, non, mais bien sûr. Ouais. quand ils l'ont compris, après, c'est eux avec, entre guillemets, leur responsabilité. Mais bien sûr, mais même pour la confiance en soi de chacun des personnes du couple, même si tu crées le couple le plus horrible, hormones et arrêt de fumer, voilà, sujet à toute, toute dispute le soir. C'est la faute du médecin de la reproduction. Ça sera la faute du docteur Saïs, bien entendu. Vous pourrez lui écrire. Je vais Je vais recevoir des petits trucs. De toute Même façon, cette vidéo, elle est censurée, non sur... De toute façon, dès le départ, apparemment, c'était censuré. Donc, dès les journaux, donc maintenant, c'est foutu. Voilà, donc j'attends vos mails. Voilà, c'est ça. Donc, on a parlé du tabac. On a parlé... Donc, ok, si on veut avoir, en dehors des troubles génétiques, en dehors de tout ça, le meilleur sperme, on fait quoi? Alors, on a parlé du tabac, on arrête de fumer. On arrête de fumer. Pas de cannabis. Pas de cannabis. L'alcool, faut vraiment être doucement. Ok. D'accord. Très raisonnablement. On rappelle sur l'HAS, si je dis pas de bêtises, c'est max 10 verres par semaine. Et maintenant, on réduit. Et en fait, on dit que même 1 à 2 verres d'alcool par semaine, c'est déjà un risque pour notamment des cancers. Donc, parce que moi, j'avoue, j'étais plus spécialisée de ce côté-là. On en parle pour les cancers du sein, on en parle pour donc de plus en plus. Donc, mine de rien, il n'y a pas de minimum, en fait, autorisé. Et non, mais tu as raison, et c'est justement, j'allais rebondir sur ça. Moi, je le dis, tolérance zéro, okay, à mes patients. Quand vous avez des profils de couples qui fument un paquet par jour ou qui prennent un verre tous les soirs, quand on leur dit de passer de 10 à 0 ou d'un verre tous les soirs à 0, c'est compliqué. Par contre, j'ai de plus en plus de couples qui se disent s'il y a 0,1% de risque, on arrête complètement l'alcool ou le tabac, etc. Donc les patients comprennent de plus en plus qu'il faut tout optimiser dans une PMA pour se donner le maximum de chances. Ah, bien sûr. Donc, on enlève cannabis, tabac, alcool. Ouais, donc toutes les autres drogues, on est d'accord. On est d'accord. Ensuite, le poids, c'est important. Ok. Le poids, c'est important. Donc, plus on va être, entre guillemets, plus on va être obèse. Okay. D'accord. Plus ça va affecter la fertilité. D'accord. Ça peut affecter l'implantation, la qualité des ovocytes et la qualité des spermatozoïdes. Ensuite, donc, être actif, faire du sport. Mais paradoxalement, il y a des très grands sportifs qui ont des problèmes de spermatozoïdes parce que ça peut augmenter leur stress oxydatif. Donc, on va pas rentrer dans les détails parce que ça va être peut-être un peu complexe, mais ça va, entre guillemets, créer des molécules qui vont léser les spermatozoïdes. Donc, créer une inflammation, en fait, aussi. C'est ça. Il y aura un déséquilibre entre le stress oxydatif et les antioxydants. D'accord. Okay. Et donc ça peut les léser. Donc le sport, c'est important. Donc il faut faire du sport, mais pas trop. Il faut soulever des poids, mais pas trop, et pas prendre de la testostérone. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et mon dernier conseil de grand-père ou de grand-mère, c'est bien manger. Donc un homme qui va manger au fast-food tous les jours, il pense pas à ses spermatozoïdes. Okay. En fait. Donc le régime méditerranéen, c'est très bien. Il y a plein d'études sur les régimes, d'accord, être vegan, être végétarien, être flexitarien, etc. Okay. Donc un régime équilibré, c'est très très bien. Des légumes, voilà. Du sport, pas de tabac, pas d'alcool, pas de drogue. Et tous ces conseils, on peut les appliquer à n'importe quel. On peut les appliquer. En fait, il n'y a pas vraiment de secret. Il n'y a pas de secret miracle. Et du coup, c'est vraiment c'est ce qui fonctionne le mieux pour le moment. Le jour où on aura un médicament ou un traitement miracle qui te restaure la spermatogénèse ou qui augmente la qualité de tes spermatozoïdes, qui te répare l'ADN des spermatozoïdes. Ça n'existe pas, ça ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un médicament qui va booster... Aucun qui a montré Il y a des gens qui travaillent dessus ou pas ? Ouais, il y a beaucoup de gens finalement, qui travaillent dessus. En fait, on si, de plus en plus. Okay. On donne des antioxydants parfois en vitamines chez les hommes, justement pour diminuer ce stress oxydatif. Dans la littérature, ça n'a pas forcément montré ça laisse pas les spermatozoïdes, mais ça montre pas que ça augmente les grossesses non plus. Ok, bon, après ça fait pas forcément de mal non plus. Non, ça fait pas de mal. Ouais. Ça fait pas de mal. Ok, et donc, pour les traitements, au final, tu te rends compte qu'il y a un problème, soit du nombre, soit de la mobilité, lié plus ou moins à un truc environnemental, un truc génétique, ou autre, tout ça. Tu lui as dit d'arrêter de fumer, d'arrêter tout ça, machin, tout ça. Ok, très bien. Comment ça se passe ensuite ? On a dit que c'était la femme
qui allait, dans tous les cas, Morfler. morfler un peu, pour réussir à avoir un bébé. Tu te rends compte que le problème, encore une fois, hein, c'est plus lié, dans ce cas-là, on va dire, hein, au problème de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, Qu'est-ce que tu proposes ? donc là, ils reviennent. Ouais. Et donc, on va dire qu'ils ont tout fait ce qu'il fallait faire pour améliorer ce qu'on ne voit pas. Ouais. D'accord ? Donc, la qualité, entre guillemets, du spermatozoïde, un peu de l'ADN. Et donc, on a une technique, du coup, mais qui est une technique du laboratoire d'AMP, qui est ce qu'on appelle l'ICSI. Donc, l'intra-cytoplasmique sperme injection, qu'on peut appeler fécondation in vitro avec injection de spermatozoïdes. Ok, donc vas-y. Si on fait très simple, fécondation in vitro, c'est quoi ? Alors, la fécondation in vitro... ICSI, Et la différence. Ok, donc la fécondation in vitro, ça, on va dire que ça va être la rencontre des gamètes, donc de l'ovule, l'ovocyte, avec plein de spermatozoïdes. Donc vous allez mettre plein de spermatozoïdes autour de l'ovocyte, et le lendemain, on va regarder si c'est fécondé. Donc si c'est fécondé, c'est qu'il y a un spermatozoïde qui est rentré dans l'ovule et qui l'a fécondé. Donc tu vas stimuler la femme, en gros, par des injections d'hormones. Tu vas lui prendre ses ovocytes, que ça soit par une anesthésie locale, sédation ou anesthésie générale, ça c'est mon domaine. Voilà, merci, j'ai placé mon truc. Et ensuite, donc tu as pris ces ovocytes, lui, il a fait sa petite éjaculation, on est d'accord. Tu les fais rencontrer au laboratoire. À partir de... Et comme ça, tu les fais, hop, on les met dans un petit truc et pareil, si Dieu veut. C'est beaucoup plus cadré, Juste pour refaire l'histoire, effectivement, le gynécologue, il est un peu aveugle quand il vient faire sa ponction d'ovocytes. À la fin de la stimulation ovarienne, mais peut-être qu'on en reparlera peut-être une autre fois, le gynécologue, il vient faire la ponction d'ovocytes. Donc il vient aspirer un follicule, donc c'est une cellule, comme une poupée russe, c'est une cellule dans laquelle il y a l'ovule, l'ovocyte. Cet ovule, on ne le voit pas à l'échographie. La ponction, elle se fait avec une échographie par voie vaginale, il y a un guide et une aiguille, et on vient aspirer le liquide. On sait qu'à partir d'une certaine taille de follicule, cet ovocyte à l'intérieur, il est mature. Donc on vient aspirer que des follicules qui ont une certaine taille. D'accord ? Donc il y a du liquide qui vient dans des tubes, et c'est ce tube qu'on passe au laboratoire. D'accord. Et donc c'est les biologistes qui vont voir la cellule. D'accord ? Et ils nous l'indiquent en fonction des centres. À Antoine Béclair, on a la chance de communiquer directement avec les biologistes pendant la ponction, donc ils peuvent nous dire tout de suite, j'ai un ovocyte dans ce tube, il n'y a pas besoin d'adapter ma technique de ponction, on peut continuer. D'accord ? Donc une fois que tous ces ovocytes sont isolés, ils seront isolés, de l'autre côté du labo, on va réceptionner les spermatozoïdes, le sperme du conjoint. Il va être traité, ça veut dire il va être centrifugé. D'accord ? La centrifugation, ça sert à quoi ? Ça sert à appliquer une force vers le bas. Et donc, les spermatozoïdes qui étaient en haut d'un tube vont migrer dans ce qu'on appelle le culot du tube. Mais la migration, elle se fait dans ce qu'on appelle dans un milieu particulier qui a une densité et des mailles, un peu comme si c'était de la glaire cervicale. Et ça va empêcher les spermatozoïdes qui ne bougent pas trop d'arriver en bas. D'accord. Donc, c'est une sélection. Tu sélectionnes les meilleurs. Les meilleurs, exactement. Et tous les débris cellulaires vont rester en surface. Donc on prend ces spermatozoïdes-là et on va venir mettre un certain volume dans une goutte dans laquelle il y a l'ovocyte, et on a plusieurs gouttes en fonction exactement. Donc à partir de là, on les laisse faire leur travail. On les laisse faire leur travail. En fonction de l'équipement du laboratoire, soit vous avez ce qu'on appelle un incubateur avec une caméra qui s'appelle un time-lapse, d'accord, où on peut voir en permanence ce qui se passe dans... ça va être fou. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Faudrait que je te ramène des vidéos la prochaine fois des embryons. Trop bien. Et ensuite, soit on regarde le lendemain, donc le lendemain de la ponction et du recueil de spermatozoïdes, on regarde est-ce que cet ovocyte s'est fécondé. D'accord. Donc visuellement, on peut savoir l'ovocyte si c'est fécondé, et si c'est pas fécondé, on peut savoir si cet ovocyte qui a été récupéré était mature ou pas. Et on voit, ce qui est assez marrant dans une FIV, c'est qu'on voit aussi tous les spermatozoïdes qui n'ont pas réussi à rentrer. Donc on voit... les perdants. Voilà, on voit... Ceux qui ont perdu l'auto. C'est exactement ça, ceux qui ont perdu. Exactement. Et à partir de là, on laisse l'embryon tranquille, d'accord, jusqu'au 5e jour. Et le 5e jour, c'est là où on est censé avoir un blastocyste, et c'est là que l'embryon est censé s'implanter au niveau de l'endomètre. Et là, tu demandes à la dame de revenir. Exactement. Et du coup, tu lui implantes... Exactement. Ils sont convoqués à l'avance, les deux membres du couple. D'accord. On a eu des grosses surprises. Les deux ? Ah, parce que imagine, ils se sont séparés. Exactement. Imagine... Il peut se passer beaucoup de choses en 5 jours. Ouais.
peut se passer beaucoup de choses en 5 Moi, jours. j'avais eu un cas comme ça, ouais. Et- Enfin, en salle d'accouchement, parce que moi, c'était plutôt, tu sais, moi, Oui. j'étais moins Donc, avant qu'après. En salle d'accouchement, entre autres, ouais. Oui, d'accord. Elle s'était séparée et... Oh, c'était terrible. Hein. Et du coup, elle voulait plus d'enfant. Plus de l'enfant. Elle a accouché, elle voulait plus d'enfant. C'était Ça, c'est très dur. C'est des Ah, situations ouais. qui sont très Très compliquées. dur, ouais. Il faut comprendre quelque chose aussi, c'est que l'ovocyte, il appartient à la femme. Mm. Le spermatozoïde, il appartient à l'homme. L'embryon, il appartient aux deux. Mm. Il appartient ni à la femme ni à l'homme, il appartient au couple. Ok. En fait. Donc ça, c'est aussi important à savoir. Et donc, une fois qu'on transfère cet embryon, ben là, ça devient un peu comme une grossesse de lambda. Normal, entre Voilà. guillemets. Ouais. Lambda. Et donc après, c'est un peu dur pour les patients parce qu'ils sont un peu laissés dans la nature à partir de ce moment-là. On leur donne une ordonnance pour faire des bêta-HCG et après, en général, on les revoit si elles tombent pas enceintes, ou on reçoit la photo du bébé quand ça fonctionne. Ouais, ça, c'est Ce qui plutôt est mieux. toujours plus sympa. Ouais, carrément. Et donc, la différence, l'ICSI, c'est au final, tu laisses pas ce petit truc de spermatozoïde autour de l'ovocyte, tu vas le choisir celui que tu veux, c'est ça? Exactement. Donc l'ICSI, j'avais oublié de répondre à cette question. Bien Non, mais joué. t'inquiète, je suis là pour ça. Hein. L'ICSI, alors, tu vas prendre ton ovocyte, tu vas le mettre à nu, d'accord? Ok. Il est entouré de cellules du cumulus, on appelle ça comme ça, et en fait, tu vas un peu le dénuder, Ok. et tu vas aller choisir ton spermatozoïde, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ICSI, c'est une indication masculine, Ouais. très souvent. Bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, tu as quelques spermatozoïdes qui se battent en duel, tu peux pas te permettre de mettre quelques spermatozoïdes qui sont pas mal, mais qui seront bloqués par une armée de spermatozoïdes qui bougent pas. Tu sais que ta FIV, ta tentative d'AMP, elle va échouer. Donc tu prends des spermatozoïdes qui bougent bien, qui sont bien formés, et tu les slashes, tu les bloques, tu les gardes dans ton aiguille, et tu viens injecter dans ton ovocyte qui est dénudé ton spermatozoïde. Et idem, à partir de là, c'est la même chose que pour la FIV, tu le regardes le lendemain si c'est fécondé, et tu reviens à 5 jours pour le transfert de l'embryon. Ça marche un peu moins bien qu'une FIV normale ou c'est pareil ou mieux finalement Non, parce c'est que pareil. C'est pareil. En fait, il faut pas faire une ICSI s'il n'y a pas d'indication. Ça veut dire que ça va pas mieux marcher qu'une FIV. Ouais. Par contre, si tu as une indication à faire une ICSI, donc un trouble plutôt masculin ou un échec de fécondation, d'accord, là, l'ICSI, ça va mieux fonctionner. Ok. J'ai oublié de te poser la question, est-ce que les MST peuvent jouer un rôle sur les troubles de la fertilité? On n'en a pas trop parlé. Ouais, ça peut jouer un rôle. Tu peux avoir des MST qui vont te boucher les trompes. Et donc, Alors ça, ouais, chez les femmes, ça c'est sûr. Chez les hommes, du coup. chez les hommes, on fait une spermoculture systématique. Ok. Donc c'est médico-légal. Tu peux pas faire une PMA si tu n'as pas fait une spermoculture. Et moi, d'expérience, j'ai vu une tentative où il y avait à peu près 42 ovocytes. 42 ovocytes. C'est énorme. Statistiquement, tu dis, elle va tomber enceinte. Ouais. Ok. Spermatozoïde, FIV classique. Le lendemain, les embryons, ils étaient soit pas fécondés, soit le surlendemain, ils ont tous dégénéré. Et ça bougeait. On voyait du mouvement dans le milieu de culture. Ça a été envoyé en bactériaux. Et en fait, il y avait c'était un Escherichia coli. Et donc, en fait, il y a des bactéries donc, en fait, ouais. qui peuvent clairement te manger tes embryons. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de les dépister. Même chose pour des MST transmises par l'homme qui pourraient léser la femme. Donc, c'est aussi pour ça qu'on dépiste les hommes. Bien sûr. Mais il y a pas mal de bactéries qui peuvent gêner la fécondation. Ok. Qu'est-ce que tu penses des pays, on n'en fait pas trop en France, tu reçois jamais un homme jeune qui se dit « Oh tiens, j'ai envie de faire un spermogramme pour connaître à quel point Ouais, je franchement, féconder toutes mes futures petites copines. » pas encore, j'en reçois pas Non, encore. ouais. Mais imagine, Ouais. le jour où ça devient une pratique un peu courante, est-ce Ouais. que ça veut pas dire que les hommes ont pris un peu en charge leur fertilité? Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mais est-ce qu'il peut pas y avoir, c'est ça que j'ai oublié de te poser comme question, est-ce qu'il peut pas y avoir un facteur psychologique? Comme tu dis au départ, finalement, tu te rends compte que tu reçois ton résultat, tu fais un spermogramme alors que t'as pas essayé d'avoir un enfant, hein, et c'est pas forcément dans ta ligne de mire tout de suite. Tu te rends compte qu'il y a, je sais pas, 50% qui sont bien, 50% qui sont pas bien, et ce qui est pas si mal que ça, en fait. Ça te stresse? C'est très possible que ça stresse, ouais, c'est très possible Et est-ce que le stress, tout ce qui est psychologique, ça joue un jeu ou pas? Ouais, ça peut jouer un jeu. Ok. Je pense que
le stress, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, le tabac, l'alcool, le cannabis, etc. Ça va avoir un impact négatif sur ton corps et ça peut jouer, ça peut dérégler ton cycle hormonal, ça peut faire des... Chez les femmes, moi, j'y crois à fond. Hein. Non, mais chez les hommes aussi, on n'est pas si Ouais. différent que ça. Ouais. Chez les femmes, mais j'y crois, mais à fond. Moi, j'avais eu les premières expériences de grossesse compliquées, on va dire. Donc, j'avais fait un avortement thérapeutique. J'étais obsédée par le fait de réussir à tomber enceinte après. Mais genre, l'obsession, tu vois. Et donc, j'ai réussi à avoir des enfants naturellement. Et j'en suis très contente et c'est super. Mais j'ai eu beaucoup plus de mal à avoir ma première fille que ma deuxième. Parce que, en fait, j'avais moins de stress en me disant que... déjà, j'avais un enfant, donc il y avait moins ce stress-là d'en avoir une deuxième. Je me suis dit, si j'en ai pas de deuxième, c'est moins grave. Ça, c'était mon expérience personnelle. Hein. Mais la première, voilà. Le stress non négligeable. Ouais. Moi, je ne le néglige pas personnellement. J'ai des patients qui me le disent, je suis extrêmement stressé, je m'en sors pas à ce niveau-là, et on leur dit, il faut trouver des manières de déstresser. Faut pas continuer votre parcours, enfin, on ne bloque pas le parcours, mais on leur dit, il faut trouver des manières de vous déstresser. Et comment est-ce qu'on se déstresse la majorité du temps ? C'est des passe-temps, ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, ça peut être... Mais c'est très difficile. Hein. Tu sais, moi, je faisais des petits tests là, urinaires pour savoir si j'ovulais ou pas. J'en ai jamais eu. J'en ai eu 0 positif. Je te jure, 0. J'étais genre, mais c'est abusé ce truc. J'étais trop énervée. Du coup, tu deviens encore plus obsessionnel. Difficile de te dire, ne sois pas obsessionnel, t'inquiète pas, tu vas réussir à avoir un bébé. Dans ton fond, tu te dis, je vais y arriver, parce que moi j'ai ce tempérament-là en disant, je vais y arriver. Mais en fait, c'est pas comme un examen que tu prépares où t'as la main mise, quoi. Et tu y es arrivé. Et j'y suis arrivée. Et franchement, et avec pas tant de mal que ça. Il y a des gens, c'est 1000 fois pire, ça n'a rien à voir. Hein. Il faut s'imaginer la détresse de certains couples qui n'arrivent pas à passer ce cap et qui sont dans une détresse énorme et qui sont prêts à accepter n'importe quel conseil qu'ils lisent sur internet, du charlatan à droite ou à gauche. Et nous, on en a vu, et c'est pour ça que c'est aussi important de voir des professionnels. Ah, mais je suis d'accord. Ah, mais que ça soit pour ça, que ça soit pour d'autres maladies, tous les jours. Et vraiment, ça, je pense que c'est un message important. Tous les jours, on reçoit des cas dans l'hôpital où je travaille actuellement. Toi, tu en reçois de gens qui ont lu sur Internet des trucs, qui ont essayé de suivre quelque chose. Et alors, soit c'est des trucs de charlatans pour essayer d'avoir un enfant. Alors, j'espère que ça leur cause pas de tort, mais peut-être qu'ils n'y arrivent pas. Dans des cas autres qui peuvent être encore plus graves, c'est des gens qui... Moi, on en a eu un cas il n'y a pas très longtemps, qui avaient une masse au niveau du ventre, et donc ils étaient sur Instagram ou je sais pas trop quoi, en leur disant « Mais non, t'inquiète pas, c'est une grossesse... je sais pas quoi, est-ce qu'ils ont un espèce un truc inventé, où l'embryon n'a pas survécu ?» Bref, en fait, c'était un cancer qui grossissait. Donc en fait, elle est venue des mois et des mois plus tard. Donc vraiment... Il faut faire super attention. Ouais, il faut faire hyper attention. Hyper attention à ce qu'on lit. C'est un truc, c'est un message quand même important pour tout le monde en général. Est-ce que, en fait, t'en as parlé au départ, je sais que t'es ingénieur, t'es un peu un geek. Un peu. Comment tu vois ta spécialité évoluer dans un truc de geekerie? En ce moment, je pense que tu dois un peu suivre aussi les actualités. Il y a un énorme boom sur l'intelligence artificielle. Ouais. Tout le monde en parle. C'est un outil qui a été, entre guillemets, distribué au grand public via ChatGPT. Donc, tu as le public qui commence à s'en emparer. C'est une technologie qui est ancienne, qui existe depuis longtemps. Il y a deux innovations possibles en PMA. C'est optimiser nos techniques pour faire gagner du temps aux patientes. Donc, au lieu que la patiente elle passe 1 an et demi dans notre service, on va tout de suite réussir à sélectionner le meilleur spermatozoïde, le meilleur ovocyte, le meilleur embryon, et du coup, ce qu'on appelle le time to pregnancy, le temps que ça va lui prendre pour tomber enceinte, il va être réduit, elle va passer moins de temps à l'hôpital. Okay. Donc ça, c'est de l'optimisation, mais on va pas la faire plus tomber enceinte. Ouais, je vois. On lui donne pas plus de chances de tomber enceinte, on lui fait juste arriver à sa grossesse plus vite. L'intelligence artificielle, c'est utile pour ça pour le moment. C'est utile pour optimiser un peu nos procédés, mais ça ne fait pas plus tomber les femmes enceintes. Et pour le moment, ce n'est pas meilleur qu'un être humain.
dans notre spécialité. Ok, Ça veut c'est dire intéressant. ça veut dire que ce soit un biologiste ou un gynécologue, quand il voit une patiente en consultation, bah, il sait que statistiquement, elle a tant de chances de tomber enceinte, etc., etc. Et l'IA va nous donner la même réponse. Peut-être il peut nous la donner pour 1000 patientes en 10 secondes, ce que nous, on ne peut pas faire, parce qu'on a moins le temps. Donc, l'IA, pour le moment, c'est une techno qui peut nous faire gagner du temps, qui peut optimiser nos procédés, mais qui ne vous fera pas plus tomber enceinte. Ok. Je vois. Ensuite, c'est casser un peu le plafond de verre de la PMA, c'est-à-dire qu'on arrive à... de l'AMP, pardon, il ne faut pas que je dise PMA. Pourquoi il faut pas dire PMA ? Parce que c'est... procréation médicalement assistée, je fais pas de la procréation, Ok. j'assiste plutôt. Ok, c'est une assistance Voilà. médicale à la procréation. C'est dur parfois... Ouais, c'est vrai, moi aussi je dis tout le monde dit PMA et quand on dit ouais. AMP, ils disent qu'est-ce que c'est. Donc, Ouais, non, mais t'as raison. Mais Ok. faut pas que j'oublie. On a un genre de plafond de verre où on n'arrive pas à donner plus de chance aux patientes que les gens qui n'ont pas de problème de fertilité dans la nature peuvent avoir. C'est-à-dire que, je te donne un exemple bateau, si tu as 30% de chance quand tu n'as pas de problème de fertilité de tomber enceinte à chaque cycle, ben on n'arrive pas à donner à une patiente 70% de chance de tomber enceinte. Ok. On va atteindre ce plafond et donc on n'a pas encore trouvé de remède miracle pour régénérer les ovaires ou les follicules ou les oocytes ou créer des spermatozoïdes. Ce genre de choses, peut-être que dans 10 ans, on va réussir. Dans 15 ans, il y a des Japonais qui travaillent là-dessus pour le moment sur les modèles animaux, qui font des trucs absolument incroyables. Mais ça reste encore une ou deux publis, ça reste encore de l'expérimental. On a des modèles embryonnaires qui se créent à partir de cellules souches qu'on a pris dans ton corps, qui viennent pas de gamètes. Tu crées des blastocystes. Tu crées des embryons à partir de trucs qui sont pas... Là, je vais me faire tuer si je dis ça, mais parce qu'en fait, on n'a pas le droit de les appeler des blastocystes. Okay. On les appelle des blastoïdes. Non, mais de toute façon, c'est encore dans la recherche et tout ça, on est d'accord. Pour en avoir vu, c'était l'équipe de Nantes qui avait bossé là-dessus en France. Le concept est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on prend des cellules souches, on va les organiser entre elles, ils auront des contraintes physiques qui font qu'elles vont réussir à se développer en blastoïdes. Donc c'est une structure qui va être comme celle d'un blastoïde. C'est absolument fou et du coup ça permet aux équipes de faire de la recherche sur ces blastoïdes plus longtemps que ce qui est autorisé pour la recherche embryonnaire et d'étudier un peu l'implantation des blastoïdes sur d'autres modèles de l'endomètre un peu artificiels. Donc c'est fou. Vraiment ça avance assez vite, c'est assez passionnant. Et donc dans le futur, ce qui serait très bien pour notre spécialité, c'est réussir à casser ce plafond de verre et offrir à nos patientes des chances de grossesse plus élevées que dans la nature et de mieux sélectionner leurs gamètes. C'est-à-dire qu'on en a parlé beaucoup des spermatozoïdes. T'as vu, c'est un peu on les met on les fait centrifuger, on bloque et on va les sélectionner un peu à l'œil. Et ben en fait, qu'est-ce qui nous dit pas que dans 10 ans on pourra sélectionner le meilleur spermatozoïde. Exactement. Ouais. Il y a encore beaucoup d'invisibles, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas avec nos technologies. Et l'intelligence artificielle aussi peut détecter ce qu'on appelle des patterns ou des motifs dans les données ou dans les images qu'on n'avait pas détecté avant, nous, avec nos yeux d'être humain. Et ça, encore, c'est de la recherche. C'est-à-dire que si tu donnes beaucoup de données à l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va voir quelque chose que toi, tu n'as jamais remarqué ? Donc ça... C'est comme une belle spécialité qui est encore préservée par... Enfin, il y a plein de choses, à faire pour l'évolution, mais sur l'aspect psychologique qu'il y a quand tu reçois des couples, et sur finalement ce que tu me dis, comme quoi pour l'instant une machine ne fait pas plus que l'homme, c'est quand même beau de faire cette spécialité dans le temps. C'est beau. C'est vrai. Cool. Alors bien entendu, on a parlé des hommes aujourd'hui parce que on parle beaucoup de femmes en général et que je voulais commencer par les hommes pour se dire qu'en effet, il y avait aussi des troubles de la reproduction chez les hommes. Et comme tu disais, c'est un peu 50-50 et que ça peut être... j'ai pas envie de dire ça, mais la faute des hommes aussi. Non pas qu'il faut leur dire c'est pas bien, tout ça, mais ça permet aux femmes aussi un peu de se relaxer quand même et de pas toujours dire que c'est de leur faute. Donc un peu relaxer de ce côté-là. Dernier truc, tu sais bien que je lance toujours des défis. Alors je sais,
Et mine, tu t'étais préparé pendant des mois et des mois à essayer de jouer à Dr Maboul, mais non. Ouais, j'ai raté mon pari, ouais. J'ai cru que c'était Mais Dr non. Maboul. Bah je sais, mais je change à chaque fois. Et toi, en tant que spécialiste de la reproduction, je te propose de reproduire quelque chose. Waouh, ok. Bien sûr. Alors, je ne sais pas à quel point tu es bon dessinateur ou pas. Ma mère est artiste peintre. Non, c'est pas Ouais. vrai. Je savais pas. Mais je sais pas dessiner. Parce que moi, si tu me demandes de dessiner, c'est horrible. Je sais pas du tout dessiner. Mais genre, je pense que ma fille fait mieux. Et elle a 4 ans. Donc, je te propose de reproduire quelque chose. Bon, maintenant, j'avoue, j'allais te dire qu'est-ce que tu vois, mais tu m'as un peu chauffé. Je te propose de me faire un portrait. De moi. De toi? Ah ouais. Waouh, ah ouais. Mais tu as pas beaucoup de temps, donc tu sais. J'ai combien de temps? Oh, quelques minutes, le temps que je te pose quelques questions. Ok. T'es prêt? Je suis prêt. Alors, quel est le dernier film que t'as vu? Les rivières pourpres. Ah, ok. Ouais. Quelle est la musique que t'écoutes en ce moment? En ce moment, j'écoute la musique d'Interstellar. Ouais, j'écoute que de la musique de film, je suis vraiment nul en musique. Ah ouais, ok, Ouais. cool. L'acteur que tu kiffes? L'acteur que je kiffe... Ou l'actrice, hein. Attends, je dis acteur. Pourquoi toujours hein. Là, j'ai un acteur qui me vient en tête, c'est Denzel Washington. Ok. Classique. Le dernier rêve que t'as fait? Le dernier rêve que j'ai fait, voilà, c'était trop bizarre, c'était avant-hier. Il était nul mon rêve. J'ai rêvé que je rêvais d'une émission de télé que je venais de regarder et qu'en fait ils avaient pas coupé les micros à la fin et qu'ils me disaient des trucs horribles tous. Tu stressais pour le podcast? Je stressais énormément pour le podcast, ouais. Je stressais pour le podcast. Et en fait, voilà. Et en fait, j'ai re-regardé l'émission parce que du coup, je me suis dit, mais je me souviens pas d'avoir entendu ces gens à la fin dire ça. Et en fait, j'ai compris que j'avais rêvé à ce moment-là. C'est que, Ok. voilà, c'est très bizarre, mais je rêve une fois par mois. Hein. C'est pas. Ah ouais, t'es pas un grand rêveur? Bah, en fait, je sais pas. Je pense que je rêve quand il se passe des trucs dans ma vie. Et quand tout va bien, je rêve pas. C'est marrant. Ouais, donc, bon, en tout cas, tu rêves. Je rêve de mais manière éveillée. On se souvient Ouais, pas voilà. forcément. Une de tes phobies? C'est de me noyer. Ok. Moi, tu sais ce que c'est? Je l'ai jamais dit. C'est de me prendre une marche comme ça. Oh, Tu sais, je sais pas pourquoi. aïe. Et je sais pas, c'est les marches, automatiquement les marches du métro, que j'ai la phobie de me prendre et de me péter les dents. T'as arrêté le métro depuis ou pas? Non, je prends toujours le métro. Je suis pas encore une star, tu sais, qui prend que des taxis. Pas encore, bientôt. Ah bah oui, bien sûr. Une fois que j'aurai 14 mon millions autoportrait. de followers. Ouais, parce que ça va être le portrait que tu fais, ça va être, tu sais, l'image du podcast. La vignette. La vignette, exactement. Le plus beau voyage que t'aies fait? Ah là là, je peux en donner 2 ou pas? Bien sûr. Ok, il y a l'Islande. Ok. C'était mon voyage post-CN, post-concours de l'internat, avec mon co-externe. Le plus beau voyage de ma vie, c'était... Il faut que je continue à dessiner, pardon. C'était ce qui m'a fait le plus approcher de l'espace, je pense. Ouais. L'Islande. Et le Kilimandjaro, mais c'était une réponse qui a déjà été donnée dans un de tes podcasts, donc c'est pour ça que je la mets en Non, deux. mais t'as le temps. Si c'est beau, t'as le droit. Le jeu que tu jouais quand t'étais enfant? Difficile question et facile en même temps. J'ai beaucoup joué quand j'étais petit. J'aimais le jeu en général, d'accord. Ok. Mais il y a un seul truc dont je n'avais pas le droit de faire, c'était les jeux vidéo. Ok. Et Et t'es donc, devenu un geek. et du coup, le jour où j'ai eu mon premier salaire, je me suis acheté un ordinateur pour jouer. Et j'ai acheté tous les jeux que je voulais et j'y ai jamais joué depuis. Donc, C'est vrai? ouais, mais du coup, T'étais pas un mec, tu sais, qui jouait en réseau, LAN et tout ça? j'avais pas le droit. Mais après, une fois Après, que t'as oui. pu te lâcher, tu Après, vois. j'ai pu me lâcher, je jouais qu'à des jeux de stratégie. Donc moi, je suis un joueur de jeux de stratégie. Comme quoi? Starcraft. Ouais. Ok. Tu connais? Non, mais attends, j'ai un mari qui est geek, hein, donc tu sais, attention. Hein. Attention à ce que tu dis. Moi, j'ai jamais joué à des jeux vidéo, mais pas parce que on m'interdisait. Je sais pas. Je C'est crois vrai que jouer, ça me saoule. Non, mais genre, C'est vrai? je te jure. Mais Attends, j'ai plein d'autres défauts. Hein. C'est Non vrai pas que ce soit un défaut de jouer, hein, mais ah ouais, plein d'autres trucs que je fais pas bien, mais ça a jamais été un truc, tu vois. Regarder la télé, regarder des trucs, ça oui, mais alors jouer, c'était pas un truc, ouais, c'était pas un de mes péchés. Quel est ton plus gros défaut? attends, mais je suis en train de te regarder. T'as pas de rides? Comment je décide tes rides? T'en as pas? Bah non, Attends. jeunesse éternelle, tu Non- sais pas? Non plus. Ouais, bien joué. Du coup, j'essaie de t'en créer. Attends, non mais je souris, j'ai des rides. bien sûr. Alors, mon plus gros défaut, faut pas répondre à un truc bateau là où c'est un faux défaut et c'est une qualité là. Mon plus gros genre- défaut, je pense que je suis un peu susceptible.
C'est vrai ? Ouais, c'est un vilain défaut. C'est ce que peu de gens me le reprochent. Donc, Tu le caches un peu. Je le cache T'es très bien. susceptible, tu es genre Ouais. ah j'aime pas trop ce qu'il me dit mais bon quand même. Je le cache très très bien. Donc personne sait que je suis susceptible, mais je le suis un peu. Ok, le moment le plus gênant que t'aies eu ? Le moment le plus gênant que j'ai eu dans ma vie. Ouais. Dans ma vie, le moment le plus gênant que j'ai eu... Ouais, ça se raconte pas ça. Attends. Le moment le plus Le gênant... deuxième moment le plus gênant. Même celui-là, il se raconte pas. Attends. Le moment Mais c'est difficile, hein. Non, mais c'est... Je suis en train de réfléchir. Franchement, là, on va censurer ton podcast si on continue comme ça. Je peux pas répondre. Non, mais à là, cette c'est à la question. fin. De toute façon, peut-être qu'il est déjà censuré dès les journaux, et puis après, il y avait eu un autre truc, je me souviens plus trop quoi, mais... Franchement, le moment le plus gênant de ma vie, c'est d'avoir... non, je peux pas raconter ça. Ok, je crois que tout le monde a eu droit à un joker. Donc, C'est mort, c'est mon seul joker. C'est mon seul joker. Non, c'est bon. Quelle est ta passion, du coup Ma passion, waouh, je pense que c'est mes potes, en fait. Ok. Ouais, c'est de rigoler avec mes potes, de les voir tout le temps, de refaire le monde avec eux. Je pense que je suis un animal Bon social, vivant, quoi. sympa. Genre, je serais triste sur une île déserte tout seul. Ouais, et t'amènerais quoi, du coup, sur une île déserte tout seul ? Un pote ? Franchement, un ou deux potes. Des jeux vidéo, non ? Bah, t'as le droit, attends. Pour jouer avec ses potes. Beaucoup de livres. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu ramènes sur une île déserte ? De la nourriture ? Ah non, mais moi, perso, je ramène des bonbons. Des bonbons ? Ah ouais, moi, je suis une... Tu vois, chacun ses problèmes du Nutella et des bonbons. Je pense que tous les gens qui me connaissent, j'ai un énorme problème. Heureusement que t'as pas de spermatozoïde, toi, parce que je t'aurais dit d'arrêter. Je sais, c'est un vrai problème. Écoute, chacun... Non, mais c'est vrai, un vrai problème. Non, moi, je mange pas beaucoup de bonbons, je mange pas de chocolat, je suis pas sucré, moi. Ah là là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ma passion. C'est ta passion aussi. Ah ouais, moi, c'est horrible, horrible. C'est ma passion. Ouais. Ouais, une minute encore. C'est Picasso, c'est ça ? Non, c'est pas mal. Attends, on va montrer à la fin. Si t'avais un pouvoir magique, tu ferais quoi ? Celle-là, je l'ai... Si j'avais un pouvoir magique, désolé pour le micro... L'invisibilité, c'est un pouvoir magique qu'on voit dans tous les films, mais je suis pas à l'aise avec l'invisibilité. Ouais. Parce que c'est un peu vicieux. Un côté vicieux. Il y a un côté un peu vicelard. Ouais. Mais après, le fait de savoir ce que les gens pensent. Ouais, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Moi, je pense que je dirais un truc comme ça. Mais t'as pas besoin d'être invisible pour savoir ça, non ? Non, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Non, mais tu vois, c'est un peu là, ce que veulent les hommes ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, génial. Voler, je pense. Ouais, un truc un peu bateau, mais du coup, pour tout Parisien, voler, c'est pas mal. Tu vas d'un point A à un point B hyper vite. T'arrives pas en retard en consulte, etc. Ce genre de choses. Je vois. Et on va finir par quel est le dernier truc que tu fais avant d'aller te coucher ? Avant d'aller me coucher, le dernier truc que je fais, c'est souvent m'informer sur le monde. Donc je regarde un peu la presse, je regarde des émissions un peu politiques, je fais tout ce que... Histoire de bien dormir. Histoire de faire des rêves bizarres. Ouais, c'est après. Ça. Oh là, on est bien motivé là. C'est pas du tout anxiogène, on est content. J'ai un petit passage sur YouTube aussi où je regarde... je pense que je suis très consommation de médias avant de dormir, ce qui n'est clairement pas bon. Ouais, non mais écoute... mais je consomme des médias. On n'est pas là pour... Non mais je sais qu'on est là dans le jugement, on est dans le jugement. On n'est pas là pour le jugement, exactement. La fin du podcast, c'est le jugement. Une fois que j'ai dit que je bouffais des bonbons et du Nutella. Du Nutella et tout ça, je pense que c'est bon, là, on est parti. Que je fais du sport matin, midi et soir, bien entendu. D'ailleurs, vous le voyez pas, mais il y a beaucoup d'équipements de sport ici. Voilà, maintenant qu'on s'est dit tout ça... Ouais, non, mais c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène de regarder ces trucs-là, mais on a chacun nos petits rituels. Bon, t'as fini ? Qu'on montre à tout le monde ton œuvre d'art ? Je la montre où ? Attends, je vais mettre en dessous moi, comme ça. On voit la... Je pense que ma mère serait fière de moi, là. Attends, tu l'as signé ? Non, tu l'as pas signé ? Je te la signe. Ah bah oui, c'est trop la classe. Tu veux ma signature de l'hôpital ou quoi ? Est-ce que tu veux sa signature d'artiste ? C'est ton œuvre d'art. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Franchement, je savais pas quoi faire que de faire comme défi. Et j'avoue, c'est mon mari qui m'a dit spécialiste de la reproduction. Il a des bonnes idées. Hein. Ouais, il a des bonnes idées. Vous vous êtes bien trouvés. Ouais, carrément.
Donc voilà. Non, je suis hyper contente, je te remercie. Ben, merci à toi aussi. Et ben écoute, je te remercie beaucoup pour ce podcast, c'était hyper intéressant. Je suis sûre qu'on s'en refera un autre parce qu'il y a quand même une grosse partie qu'on n'a pas abordée, on l'a effleurée, mais on va quand même parler des femmes à un moment. C'est obligé, c'est hyper important, c'est source de beaucoup d'anxiété chez les gens. Donc vraiment avec grand plaisir pour se voir une autre fois. Avec plaisir. J'espère que tu feras pas de rêves comme ça 2 jours avant, maintenant que tu sais ce que c'est. Non, c'est bon, là, je vais bien dormir. C'est Ça bon. va bien se passer. Bon, je te remercie. Et promis, je te ramènerai des vidéos d'embryons. Ah bah grave. Ah ouais, carrément, comme ça on pourra les insérer. Tac, tac. Comme ça quand je ferai mes petits Montage. montages. Carrément. Et bah écoute, merci Émile. Merci, Océane. Bonne journée. Salut. Salut.